sur la première, 7h36. Andreas Gross est donc notre invité ce matin, historien et politologue, conseiller national sous la bannière du PS durant 15 ans et membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe durant 20 ans. Bonjour Andreas Gross. Bonjour, monsieur Matadoré. Merci beaucoup d'être avec nous en direct de notre studio de Delémont. On vous avait invité, Andreas Gross, à la base pour parler d'Europe, comment permettre aux citoyens de se réapproprier les institutions démocratiques avec le Brexit, essayer d'entrer dans la brèche de ce qu'on appelle le divorce entre les élites et le peuple. On va en parler, bien évidemment, mais il se trouve, Andreas Gross, que vous êtes un grand spécialiste de la Turquie. Vous vous y rendez souvent, vous vous y êtes rendu à de maintes reprises depuis 2002 en tant qu'observateur pour couvrir les élections turques. Cet attentat, ce qui fait l'actualité cette nuit et ce matin, bilan provisoire, 36 morts à l'aéroport d'Istanbul. Comment réagissez-vous à ce qui s'est passé? Pourquoi la Turquie est ainsi une cible, a priori, du groupe État islamique? Ça n'a pas encore confirmé. 3 attentats en quelques mois, ça c'est le plus meurtrier depuis longtemps en Turquie. Pourquoi la Turquie est-elle ainsi une cible, Andreas Gross? Alors d'abord, j'ai été aussi choqué. On ne peut pas pardonner ces attaques, mais il faut être conscient que c'est pas sûr. Est-ce que la Turquie est une cible de l'État islamique ou est-ce que c'est une terreur qui est produite à l'intérieur? C'est-à-dire, il ne faut pas oublier qu'il y a un peu plus qu'une année, M. Erdogan était sur un bon chemin. Il y a eu presque un accord pour la paix avec les Kurdes. Mais cette situation très, très joyeux a risqué l'hégémonie de son parti. Et ça, on a vu dans les élections en juin 15, où le parti proche des Kurdes, mais qui était aussi voté par les intellectuels de tous les bords, a reçu 15%, 14%. Et ce résultat aurait mis en question la majorité absolue pour le parti de M. Erdogan, qui, lui, a eu besoin, pour changer la constitution, envers un système présidentiel que la majorité des Turcs ne voulait pas. Et alors là, après ce premier vote en juin l'année passée, il a choisi de reprendre la violence lui-même, de faire la réprimation, la répression des Kurdes. La guerre a repris très, très violemment contre le PKK. Oui. Et c'était sa responsabilité. Et il a utilisé la violence pour limiter le succès de ce parti HDP, pour reprendre la majorité absolue, ce qui a fait en novembre, avec les résultats de novembre, c'était tout en 2014, je crois, j'ai confus avec les chiffres, et ça, c'était inacceptable. Et j'ai dit ça, il a joué la peur, la terreur pour réussir dans les élections, et ce que nous vivons depuis là, avec les attaques terroristes, et la conséquence de ça. Et ça, il faut être conscient, sans excuser l'utilisation de la violence, mais il faut savoir qui a commencé à choisir cette voie. Et encore un mot sur la Turquie, parce qu'il y a eu des prises de parole étonnantes de la part de M. Erdogan. Alors, il se réconcilie avec Israël, on va voir où ça va nous mener. Il s'est excusé, même s'il se défend d'avoir utilisé un terme, mais au fond, c'est quand même de cela qu'il s'agit. Il s'est excusé auprès de la Russie concernant l'avion russe abattu par la chasse turque au mois de novembre dernier. Qu'est-ce qui se passe là avec M. Erdogan qui se réconcilie avec ceux qui étaient ses alliés il y a quelques années, mais qui sont entre-temps devenus des ennemis? À quoi joue-t-il, si je puis dire? Vous voyez, il faut jamais penser que c'est pas un homme intelligent, c'est un homme, même ça, peut-être pas sage, parce qu'il attaquerait pas les Kurdes s'il serait sage, mais c'est un homme intelligent qui est totalement conscient qu'on ne peut pas en même temps avoir la guerre avec tout le monde. Alors, il faut limiter les ennemis dans ce sens. Et dans ce sens, il a se libéré envers les Russes et l'Israël, mais peut-être pour frapper encore plus fort les Kurdes. Mais il faut savoir que la Turquie
un quart des gens en Turquie, c'est des Kurdes. Et les Kurdes ne sont pas seulement dans certaines régions, ils sont la capitale de la Turquie et de la Kurdistan, c'est presque Istanbul. Et on ne peut pas vivre en Turquie sans vivre avec les Kurdes et chercher une entente avec cette minorité dispersée dans tout le grand pays, l'énorme pays. Et ça, M. Erdogan doit être conscient, il ne peut pas négliger ça, il ne peut pas ignorer ça, il ne peut pas chercher un avenir sans les Kurdes. Il faut le trouver avec les Kurdes. Andreas Gross, vous l'aviez dit à l'époque, parce qu'on va parler d'Europe maintenant, l'Europe aurait tout à gagner d'une adhésion la Turquie aurait tout à gagner d'une adhésion à l'Europe. Est-ce que ça tient encore au vu de ce qui se passe en Europe et en Turquie aujourd'hui? Absolument, parce qu'il ne faut pas oublier les principes et les intérêts fondamentaux que l'Europe a besoin de la Turquie comme la Turquie a besoin de l'Europe. Et c'est le même discours avec la Russie. Malgré qu'il y a des êtres humains, des hommes qui vivent pas à l'auteur de ces exigences, de ces perspectives, il ne faut pas les oublier, il ne faut pas les nier et il ne faut pas les dénigrer. Alors l'Europe, on vous avait invité pour ça à la base, évidemment, parce que les chefs d'État et de gouvernement des 27+1, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler, nouvelle appellation de l'Union européenne, étaient réunis jusqu'à tard cette nuit pour tirer les premières leçons du vote britannique, de ce Brexit. Les dirigeants européens qui ont multiplié les déclarations pour presser le Royaume-Uni de sortir vite, de se divorcer vite d'avec Bruxelles. Sur ce point, est-ce que selon vous, la Grande-Bretagne doit faire vite, doit sortir vite de l'Union? Est-ce que Bruxelles a raison de mettre la pression? Oui, naturellement, parce que ça ne sert à rien de laisser encore trop ouvert, de laisser traîner l'insécurité. Et il y a déjà des gens, si vous avez regardé la télévision allemande hier nuit, par exemple, il y a déjà des gens qui mis en doute ce référendum, qui jouent avec les majorités, quand même 17 millions des gens qui ont s'exprimé. Il y a une pétition dans le Parlement anglais qui était déjà signée par 4 millions de retrouver un référendum. Je suis presque sûr qu'une fois, on va refaire un référendum, mais pas dans 10 ans, dans 15 ans. D'abord aussi les Écossais, et après peut-être encore une deuxième. Mais il faut commencer ce processus et il ne faut pas mettre en question la légitimité du résultat du 23 juin. Et donc sortir vite. Vous qui êtes un chantre de la démocratie directe, Andreas Gross, vous l'avez souvent dit, les hommes politiques ne devraient pas avoir peur de la démocratie. Si on regarde les raisons profondes qui ont conduit au vote sur le Brexit, les conditions qui ont entouré ce vote, est-ce que là, vous le rediriez aussi? Vous ne seriez pas prêt à revoir votre jugement sur cette démocratie directe à tout prix? Parfois, elle a des effets un peu pervers, non? Non, d'abord, il ne faut jamais, surtout en Suisse, ce n'est pas une démocratie directe, les Anglais, c'est une plébiscite. Parce que la différence, c'est que dans une démocratie directe, c'est une minorité du peuple qui peut déclencher le référendum par des initiatives ou par les référendums contre les lois dont le Parlement est inscrit correctement dans une constitution. Il n'aurait pas fallu poser la question, M. Cameron n'aurait pas dû susciter ce référendum? Erreur politique majeure? C'était son choix. À cause d'un intérêt personnel pour acquérir le pouvoir, il a promis à ses adversaires de faire un plébiscite. Et faire ça d'une manière comme ça, c'est une irresponsabilité, surtout dans un pays où pendant 20 ans, on a négligé le savoir civique, l'instruction civique, aussi les intérêts de la classe populaire d'une manière incroyable. Et vous avez observé un cumul de colère, de déficit politique, par exemple, dans les écoles, dans la santé, dans l'infrastructure des chemins de fer. La concentration de la richesse dans une région à Londres et le lâchement des régions anciennement industrialisées d'une manière incroyable. Et dans cette situation, utiliser cet instrument
là, il a une certaine responsabilité qu'il va payer le prix. Et donc, c'est pas de la démocratie directe dont il s'agit, mais d'un plébiscite. C'est vrai que la nuance est de taille. Pour revenir sur le Brexit, Andreas Gross, est-ce que vous partagez le constat qu'on a tiré d'un divorce entre les élites et le peuple? Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Oui et non. J'adore cette réponse. Ouais, je m'excuse. Mais parce que c'est vrai, mais c'est encore beaucoup plus profonde. Si vous lisez, par exemple, un nouveau bouquin de Antoine Vaucher, un professeur parisien, sous le titre « Il faut démocratiser l'Europe », lui, il montre d'une manière assez étonnante pour un Français, parce que le problème, c'est aussi un système administratif très à la française, où vous avez aujourd'hui en Europe un système qui est dirigé par des commissions indépendantes de la démocratie ou de la politique. C'est surtout la Commission européenne, le cours et la Banque centrale, basées sur des traités et sur des accords qui ne sont pas la même valeur comme une constitution, parce qu'une constitution, vous pouvez aussi changer, mais ces traités sont interprétés par le cours d'une manière très, très profonde et très, très isolant le système envers les intérêts et les besoins et les majorités démocratiques. Et cette expertocratie est beaucoup plus que seulement l'élite. Et dans ce sens, j'ai dit oui ou non. Oui, alors on comprend bien. Mais cela dit, ceux qui se réclament du peuple, comme Nigel Farage, Marine Le Pen en France, Jean-Luc Mélenchon, tout à gauche, ils veulent virer les élites, mais ils en font partie au fond, non? Est-ce que là, il n'y a pas un mensonge de base? Non, mais ça, il ne faut pas chercher chez eux. Chez nous, c'est la même chose. M. Bloch, il se réclame du peuple. Et lui, il est l'incarnation de l'élite le plus riche. C'est comme M. Berlusconi. C'était une des paradoxes que nous n'avons pas pu montrer, que celui qui est l'élite fondamentale, l'homme le plus riche, il ne peut pas représenter les vrais intérêts de la majorité du peuple. Mais nous avons échoué à ça en Suisse. Alors, il ne faut pas étonner que les autres font la même erreur. On a beaucoup parlé du vote europhobe du Brexit. Est-ce que c'est vraiment de l'europhobie? Est-ce que c'est pas essentiellement un vote anti-immigration, la crise migratoire évidemment, qui est le tableau? Moi, je suis convaincu que c'est une accumulation des raisons. Et l'immigration, c'était une chose, et c'est peut-être même pas anti-Europe, mais c'est contre cette Europe expertocratique, éloignée de la démocratie, pas touchable par les majorités et par les besoins des êtres humains. Et dans ce sens, pour moi, c'est un appel pour une autre Europe. Et parce que si vous lisez les discours des adversaires aussi, ils ne sont pas contre l'Europe en principe, mais ils sont contre une Europe qui n'est pas influencée par des majorités des citoyens, où le Parlement n'a pas encore assez à dire, où on a un système hégémonial, expertocratique qui n'est pas accessible par la démocratie. Introduire davantage d'éléments de démocratie directe dans l'Union européenne, comme certains en caressent le projet, est-ce que ce sera suffisant pour calmer les peurs de toute cette population qui rejette cette expertocratie, etc. Quels instruments concrets on devrait introduire dans cette Union européenne pour une participation accrue du citoyen? Est-ce qu'il faut du référendum? Est-ce qu'il faut de l'initiative, comme en Suisse? Et naturellement, moi je dirais oui, mais il n'y a pas une chose qui va être suffisante, mais en même temps, il faut ouvrir l'Europe à la participation des êtres humains. Il faut montrer qu'on n'aimerait pas un système qui est hors sol de la démocratie, hors sol des citoyens. On ne fait pas la politique sans citoyens, on fait avec. Et dans ce sens, il faut établir une vraie constitution, pas un traité. Ça, c'est un symbole. Mais dans cette constitution, il faut aussi casser l'hégémonie du marché absolu, de la compétition absolument, concurrence absolue comme première et seule valeur qui est toujours défendue par le cours contre les acquis sociaux, contre les droits des travailleurs. Une constitution, oui, je reviens parce que ça c'est très intéressant, Andreas Gross, une constitution et pas un traité, une constitution
quoi, sur laquelle voteraient tous les citoyens de l'UE, une sorte de référendum pan-européen? On ferait voter tout le monde en même temps sur un projet de constitution? Oui, parce que chez nous, dans la tradition américaine, tradition française, une constitution, nous avons seulement les constitutions qui ont été votées par la majorité du peuple, et les constitutions fédérales aussi par les cantons. Et ces systèmes à deux éléments que nous avons copiés des États-Unis en 1848 étaient déjà un projet au début des années 40. Il ne faut jamais oublier que l'Assemblée parlementaire du Conseil d'Europe voulait être une constituante avec Denis de Rougemont comme le Suisse peut-être le plus engagé pour un système fédéraliste constitué avec le peuple. Il faut emmener les gens avec vous sur ce chemin et pas les lâcher derrière et les perdre et aussi perdre de vue leurs intérêts principaux. Une constitution plutôt qu'un traité. Très intéressante piste de réflexion. Dans la presse, Esther Coco et Valérie Droux, vous êtes avec nous. On revient sur ce Brexit qui nécessite quelques réponses immédiates. Valérie? Oui, c'est ce que préconise le président de la Fondation Robert Schuman, fondation qui œuvre en faveur de la construction européenne, Jean-Dominique Giuliani, dans une opinion publiée dans Le Temps. Car il y a urgence. Avant même toute réforme, il faut à l'Union européenne des perspectives et une vision via des décisions immédiates. Ensuite, il faudra fixer les objectifs à l'Union en conférant un mandat clair à de nouveaux dirigeants qui devront s'engager clairement. On redonnera ainsi, dit-il, à la démocratie représentative toute sa justification et sa noblesse. Pas d'esprit de revanche contre le Royaume-Uni, dit-il. Même message d'ailleurs dans l'éditorial de la Tribune de Genève et 24 heures. Même si Londres dit « on prend tout, on ne participe à rien », l'Union doit gagner la paix et punir le Royaume-Uni ne sera d'aucun bénéfice. La Suisse sait faire ce genre de choses, elle qui s'accommode, écrit l'éditorialiste, votation après votation, des coups d'État, c'est entre guillemets, que l'UDC lui impose. Bon, il faut de nouveaux dirigeants qui devront s'engager clairement dans cette Union européenne. D'abord, est-ce que M. Juncker peut rester après ce qui s'est passé vendredi dernier? Est-ce qu'au fond, cette Europe, cette élitocratie, comme vous avez dit, technocratie, est-ce que c'est pas aussi le résultat de tout ce qu'a fait, de tout ce qu'ont fait M. Barroso et Juncker depuis de nombreuses années? Est-ce que M. Juncker peut rester en place? Je vous pose la question directement, Andreas Gross. Oui, absolument, parce que c'est un des meilleurs, quoi. Il était quand même aussi 25 ans Premier ministre à Luxembourg. Il faut pas chercher, il faut pas tirer maintenant sur les personnalités. Et comme on peut pas punir, il faut pas punir l'arrogance britannique ou même l'attitude britannique. Là, M. Giuliani, il a raison. Mais moi, je regrette qu'il ne préside pas une fondation Denis de Rougemont, parce que le système Monnet-Schuman, c'est exactement le système qui est mis en cause. Parce que eux, ils n'étaient pas contre la Constitution, mais eux, ils étaient conscients qu'il faut, pour sauver l'idée de l'intégration, il faut passer par l'économie, il faut passer par les traités, il faut passer par les États, mais seulement temporellement, pas éternellement. Et aujourd'hui, on a un fruit d'un système qui est hors sol de la démocratie, une expertocratie, et dans ce sens, ça suffit pas à échanger les personnes, il faut changer les structures. Et là, la Fondation Schuman devrait avoir beaucoup plus de courage et beaucoup plus de profondeur. On va leur poser la question, probablement. Vos propos seront entendus. La Suisse, on ne peut pas ne pas l'aborder, évidemment. La Suisse va-t-elle encore avoir les moyens de se faire entendre auprès de Bruxelles? On sait qu'il y a la perspective du 9 février 2017, 3 ans après 2014. Est-ce qu'on doit encore courir à Bruxelles pour essayer de négocier quelque chose, ou est-ce qu'il faut qu'on fasse les choses de notre côté de manière unilatérale, Andreas Gross? Non, on peut pas marier quelqu'un ou même chercher une entente avec quelqu'un seul. Il faut l'entendre avec l'autre. Mais est-ce qu'on sera entendu? Est-ce que Bruxelles a encore quelque chose à faire de la petite Suisse? On est toujours entendu. Le Bruxelles, il y a énormément de gens qui sont prêts à vous entendre, mais ils ne sont pas prêts à négliger leurs propres principes. Et ça, cette volonté de garder et de sauvegarder les principes fondamentaux, ça va être sûr envers l'Angleterre dans l'avenir, mais aussi envers la Suisse. Et dans ce sens, même M. Nanterment, il a eu raison de dire dans votre émission qu'il faut chercher un accord qui respecte les bilatéraux. Plus que aussi l'UDC a dit avant la vote
qu'il ne veut pas mettre en question les accords. Et ce qu'ils disent avant, il faut aussi maintenir après. Cette clause de sauvegarde régionale prônée par les cantons, Tessin en tête, qu'on appelle la solution Ambul, parce que c'est Michael Ambul qui l'a pensée, est-ce que c'est ça qu'il faut appliquer ? C'est peut-être une solution, mais il faut vraiment chercher, il faut très très bien étudier les détails, et ça c'est la commission qui fait ça demain. Je ne connais pas les textes devant moi, dans ce sens j'aimerais pas juger, mais la priorisation des indigènes comme les autres, ils pensent, ça va certainement contre les idées européennes, et ça il ne faut pas toucher. Alors la Suisse, on termine là-dessus par un intéressant article dans le Tagesanzeiger Esther Coco. Les communes se plaignent, les citoyens ne veulent plus entrer dans les municipalités. Oui, l'association des communes de Suisse tire la sonnette d'alarme après les résultats de la dernière étude effectuée en Argovie. En 2014, la moitié des 213 communes argoviennes n'avaient qu'un seul candidat pour reprendre un siège dans un exécutif. Des citoyens élus presque de facto, voilà qui pousse la logique démocratique jusqu'à l'absurde, dit ce matin le vice-directeur d'Avenir Suisse, Andreas Müller. Et l'argent n'est pas la principale raison de ce manque d'attractivité pour les exécutifs des communes. Non, c'est la vie professionnelle toujours plus exigeante qui laisse trop peu de temps pour la chose publique. Mais le système de milice est essentiel en Suisse. C'est lui qui évite la création d'une élite politique trop éloignée du peuple. En octobre, l'Association des communes de Suisse organise donc un jour de rencontre entre des élus à Berne et des jeunes politiciens de milice. Ensemble, ils doivent établir une stratégie pour résoudre ce problème. On est vraiment au cœur du sujet avec ça, Andreas Gross. Il n'y a pas d'élite politique stricto sensu en Suisse parce que justement, on est encore dans un système de milice. Mais le problème, c'est que le système de milice n'arrive plus à s'alimenter, à s'auto-alimenter. On ne trouve plus personne pour faire de la politique locale. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là ? Non, parce que d'abord, c'est un vieux discours. Et ce n'est pas la milice qui a évité l'élitisme, c'est la démocratie directe. Et dans les cantons où la démocratie directe est très différente dans les cantons, le statut des communes est aussi très différent selon les cantons. Il y a une crise de la milice qui a certainement quelque chose à faire avec l'énorme pression dans l'économie privée. Et c'est pas possible d'être un maire à côté d'une vraie profession. Et dans ce sens, il faut avoir le courage à mieux payer ceux qui font la politique. Ça passe par l'argent ? C'est un élément essentiel, absolument, parce qu'il faut pouvoir se concentrer 50% sur ce travail, et pour être en mesure de faire ça, il faut être bien rémunéré. Mais si la démocratie directe fonctionne, ça ne va pas être une contribution à l'élitisme. Là, il y a une erreur de pensée chez une droite qui n'a jamais vraiment digéré et accepté la démocratie directe sur tous les niveaux en Suisse aussi. Alors, ce qui est aussi paradoxal, puisqu'elle s'en réclame tous les jours de cette démocratie directe. Exact. Merci beaucoup. Le discours et la réalité, ce n'est pas la même chose. Oui, vous nous l'avez démontré durant ces 20 dernières minutes. Merci beaucoup, Andreas Gross. Merci aussi. D'avoir été notre Bonne invité. journée. Bonne journée. Vous étiez en direct dans notre studio de Léman.